Les saveurs racontent toujours des histoires. Le safran parle de voyage, le romarin de souvenirs, la cannelle de réconfort. Je m'appelle Dulce Mendonça. J'ai 58 ans et, depuis près de 30 ans, les arômes définissent ma vie. D'abord comme ma passion, puis comme mon gagne-pain, plus tard comme mon sacrifice, et maintenant comme ma rédemption. Je ferme les yeux et je peux encore sentir la chaleur des flammes sous les casseroles en cuivre de mon restaurant Essentia. Je peux entendre le bourdonnement excité des clients, voir les plats sortir de la cuisine comme de petites œuvres d'art comestibles. À 38 ans, J était au sommet de ma carrière. Les critiques gastronomiques louaient mon approche novatrice des traditions culinaires. Les magazines m'annonçaient comme la prochaine star à décrocher une étoile Michelin. Le monde de la haute cuisine, si souvent hostile aux femmes chefs, m'ouvrait enfin ses portes. Et puis, un mardi pluvieux de mars, tout a basculé sur un simple coup de fil. Madame Mendonça, ici l'hôpital central. Votre fils Lucas a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. Le monde s'est ralenti à cet instant. J'ai laissé tomber le couteau au milieu de la coupure. J'ai arraché mon tablier et je suis parti en courant, laissant des commandes incomplètes flotter dans l'air de la cuisine. En conduisant sous la pluie battante, mon esprit alternait entre prière et dénégation. Pas mon Lucas, pas mon garçon de 19 ans, aux yeux qui ont hérité du vert émeraude de son père absent, avec des rêves plus grands que son âge. Le médecin a parlé, mais ses mots étaient fragmentés, comme une transmission radio avec des interférences. Traumatisme crânien, colonne vertébrale compromise, paralysie possible, traitement long, rééducation intensive. Mon fils, autrefois plein de vie et de mouvement, gisait immobile, relié à des tubes et à des machines. Le jeune homme qui dansait dans la maison pendant que je cuisinais, qui jonglait avec des oranges avant de les presser, ne pouvait même plus bouger ses doigts de son propre chef. Je lui ai demandé d'une voix tremblante, « Est-ce qu'il remarchera un jour ?» Madame Mendonça, pour l'instant, nous nous efforçons de le stabiliser. Le rétablissement sera long et nous ne pouvons pas promettre de résultats précis. Mais il aura besoin de soins intensifs, d'une physiothérapie spécialisée et peut-être d'une nouvelle intervention chirurgicale. Ce soir-là, assise à côté de son lit d'hôpital, j'ai pris ma décision. La même détermination qui m'avait permis de surmonter les obstacles d'un secteur dominé par les hommes se tournait désormais vers un seul objectif, ramener mon fils. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers de vente d'Essentia. Mon directeur financier m'a supplié de reconsidérer ma décision. « Dulce, tu peux embaucher des infirmières, payer la rééducation sans abandonner le restaurant. C'est le travail de ta vie. » J'ai secoué la tête, déterminé. « Non, Ricardo. Lucas est le travail de ma vie. Le restaurant est juste un restaurant. Le prix de vente, inférieur à sa valeur, mais j'ai accepté en raison de l'urgence, a été entièrement consacré au rétablissement de Lucas. Tout d'abord, j'ai adapté notre maison, transformant le salon en chambre d'hôpital avec du matériel de surveillance. Puis sont arrivés les spécialistes, neurologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmières. Au cours de cette première année, je suis devenue une étudiante avide de rééducation neurologique. J'ai appris à interpréter les tests, à effectuer des exercices thérapeutiques et à surveiller les signes vitaux. Mes mains, autrefois occupées par le travail délicat de la création de plats exquis, massaient maintenant des muscles atrophiés, ajustaient l'équipement médical et nourrissaient soigneusement mon fils auparavant immobile. « Maman, ça fait mal », marmonnait-il pendant les séances de kinésithérapie que je complétais entre les professionnels. « Je sais, mon amour. Mais c'est une douleur qui guérit, » répondais-je en cachant mes propres larmes tout en continuant les mouvements prescrits. Pensez à la crème brûlée. Il faut d'abord briser la surface pour atteindre la récompense crémeuse. Ma cuisine, autrefois laboratoire de création gastronomique, est devenue un centre de préparation d'aliments thérapeutiques spécialement formulés pour son rétablissement neurologique. J'ai recherché sans relâche des nutriments neuroprotecteurs, des anti-inflammatoires naturels, des aliments favorisant la régénération cellulaire. Chaque repas était autant un médicament qu'un amour matérialisé. Petit à petit, presque imperceptiblement, des miracles ont commencé à se produire. Un doigt qui bouge volontairement, un sourire moins tordu, un mot articulé plus clairement. Des petites victoires que nous avons célébrées comme s'il s'agissait de récompenses internationales. La deuxième année,
Lucas était capable de s'asseoir sans soutien. La 3e année, il a fait ses premiers pas à l'aide d'un déambulateur. Son rétablissement, bien que remarquable au regard du pronostic initial, a nécessité des sacrifices constants. J'ai vendu mes bijoux, puis ma voiture, et enfin hypothéqué ma maison pour payer des traitements expérimentaux aux États-Unis. « Tu fais trop de sacrifices, Dulce », m'a dit ma sœur lors d'une de ses rares visites. « Lucas va mieux, tu dois penser à reprendre ta vie en main. »« Quelle vie ?» ai-je répondu sans hésiter. « Lucas, c'est ma vie. » Au cours de la 4e année qui a suivi l'accident, une lumière inattendue est apparue. Au cours d'une séance d'ergothérapie, Lucas a manifesté un intérêt pour la cuisine. Ses mains, dont les mouvements étaient encore limités, ont commencé à se coordonner pour couper les légumes, remuer les bouillons et assaisonner les plats. « Je crois que j'ai hérité de ton talent, maman », a-t-il dit avec un sourire qui a illuminé mon cœur épuisé. « Je veux apprendre tout ce que tu sais. » La cuisine est devenue notre salle de rééducation privée. Je lui ai tout appris. Les techniques de découpe, les combinaisons de saveurs, les secrets de famille transmis de génération en génération. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai vu un but dans ses yeux. Ma collection de recettes manuscrites, accumulée au fil des années d'expérimentation et de création, est devenue son livre saint. C'est au cours d'une de ses séances de cuisine qu'il a rencontré Patricia. Elle était nutritionniste au centre de réadaptation, avec des yeux sombres, expressifs et un sourire qui semble garder des secrets. Elle est venue chez nous pour nous aider à faire un régime et a fini par rester pour goûter le risotto aux champignons sauvages que Lucas avait préparé d'après ma recette. Elle s'est exclamée avec un enthousiasme sincère « C'est divin, vous avez un don ». L'étincelle dans les yeux de Lucas, lorsqu'il a reçu ce compliment, m'a apporté une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Au cours des mois qui ont suivi, Patricia est devenue une présence constante dans notre foyer. Les relations amoureuses se sont développées naturellement et, avec elle, la confiance de Lucas s'est accrue. La 6e année après l'accident, Lucas a annoncé qu'il voulait étudier officiellement la gastronomie. « Je veux suivre tes traces, maman. Je veux que tu sois fière de moi. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Le garçon qui, selon les médecins, ne parlerait plus jamais, rêvait maintenant de devenir chef cuisinier. Comment pouvais-je lui refuser cette chance? L'hypothèque de la maison avait été augmentée pour couvrir les frais de scolarité de la prestigieuse école de cuisine. C était un investissement dans son avenir, dans son indépendance. C'est le cœur plein que je l'ai vu partir en cours, toujours en boitant légèrement, mais avec détermination. Le soir, nous discutions des techniques, des saveurs et des possibilités. Ces cahiers étaient remplis de notes détaillées de mes recettes les plus précieuses, celles qui avaient fait d'Essentia un phénomène gastronomique. « Un jour, je te rendrai tout ce que tu as fait pour moi, maman », promet-elle, alors que nous expérimentons de nouvelles combinaisons dans notre cuisine exiguë. « Je vais te rendre si fière que tu en auras mal à la poitrine. » Je l'ai cru. Comment ne pas croire ses yeux verts pétillants de détermination? Comment ne pas faire confiance au fils pour lequel j'avais sacrifié ma carrière, mes finances et presque mon identité? J'ai cru, avec toute l'innocence d'une mère qui ne voit que le meilleur de son fils. J'ai cru, sans me rendre compte, que je nourrissais non seulement son corps et ses rêves, mais aussi quelque chose de plus sombre qui grandissait silencieusement dans l'ombre de notre relation. L'invitation au mariage est arrivée dans une enveloppe crème avec des détails dorés. Lucas et Patricia S. étaient fiancés après l'obtention de son diplôme et, 1 an plus tard, ils organisaient une cérémonie que Lucas qualifiait de « modeste mais élégante ». Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe et vu le budget qui y était joint, j'ai failli m'évanouir. « Fiston, ce n'est pas modeste, c'est extravagant », m'exclamai-je en regardant les chiffres qui représentaient plus que ce que j'avais gagné pendant mes années les plus prospères à Essentia. Lucas sourit, le sourire qu'il utilisait pour me calmer depuis mon enfance. « Maman, c'est un jour unique. Patricia en rêve depuis qu'elle est toute petite. Et moi, je veux montrer à tout le monde comment nous avons surmonté l'adversité. Nous avons surmonté. » Le pluriel m'a profondément touché, comme il le savait. Oui, ce fut un voyage commun, même si le poids le plus lourd reposait sur mes épaules. Et oui, il méritait de célébrer sa guérison presque miraculeuse, son éducation, son avenir prometteur. « Nous nous débrouillerons », ai-je répondu, en calculant déjà mentalement les économies que je pourrais sacrifier cette fois-ci. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin d'un hôtel historique.
en présence de 200 invités, pour la plupart des amis de Patricia que je n'avais jamais rencontrés. J'ai gardé pour moi l'embarras de être présentée à plusieurs reprises, comme la maman de Lucas, à des gens qui n'avaient aucune idée de qui J était avant l'accident. Personne ne connaissait la chef primée qui avait abandonné une carrière prometteuse. Pour eux, je n'étais qu'une femme d'âge moyen, légèrement en surpoids, après des années d'inquiétude et de nuits blanches, vêtue de la seule robe de soirée qui lui allait encore. Lors du toast des mariés, Lucas a brièvement évoqué mes sacrifices, suscitant quelques « awen » émus de l'assistance avant de se lancer dans une longue déclaration d'amour à Patricia. J'ai bu trop de champagne ce soir-là pour anesthésier le sentiment croissant que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. La première semaine après le retour de la lune de miel, payée avec mes derniers investissements personnels, s'annonçait prometteuse. Lucas et Patricia arboraient un bronzage caribéen et une excitation contagieuse à l'égard de leur nouvelle vie commune. Dans la maison qui était toujours officiellement la mienne, mais qui abritait désormais les jeunes mariés, j'essayais de trouver ma place dans cette nouvelle dynamique. Je préparais des dîners spéciaux, en respectant les préférences végétariennes de Patricia. Je restais discrète dans ma chambre pendant les soirées et je n'offrais mon aide que lorsqu'on me la demandait. Malgré cela, j'ai remarqué des regards échangés entre eux, des conversations interrompues lorsque j'entrais dans la pièce, de petits signes que mon instinct maternel a captés comme des nuages avant un orage. La première goutte de pluie est tombée un dimanche pendant le petit déjeuner. Maman, Patricia et moi pensions qu'il était peut-être temps que tu envisages d'avoir ton propre espace, dit Lucas avec désinvolture, comme s'il commentait le temps, tout en beurrant un morceau de pain grillé avec de la confiture. Ma tasse s'est arrêtée en plein vol, à mi-chemin de mes lèvres. Mon espace à moi, c'est ma maison, Lucas. Techniquement, oui, dit Patricia sur le ton didactique qu'elle utilise avec ses patients. Mais nous sommes une famille maintenant. Nous avons besoin d'intimité pour grandir. Et puis, ce serait bien pour toi aussi, Dulce, indépendance, nouveaux airs. L'utilisation de mon prénom, alors qu'elle m'avait toujours appelée Madame Dulce, était le premier signe du changement dans notre hiérarchie. Je n'ai pas répondu tout de suite, observant les expressions répétées d'inquiétude qui dissimulaient à peine l'impatience sous-jacente. J'ai fini par dire « je comprends », sans vraiment comprendre. Je vais y réfléchir. Au cours des semaines suivantes, les petits désagréments se sont multipliés. Mes ustensiles de cuisine préférés ont mystérieusement disparu des placards, déplacés au sous-sol pour faire de la place. Les photos de moi avec Lucas ont été progressivement remplacées par des photos du couple. Même mon chat, Caramello, compagnon des années de solitude, a été déclaré problématique lorsque Patricia a découvert une allergie soudaine. Peut-être qu'il peut rester chez ta sœur pendant un certain temps, a suggéré Lucas, en évitant mon regard, jusqu'à ce que nous ayons réglé la question du logement. C'est ainsi que les choses se sont passées. Ce N n'était plus une suggestion, était un plan en marche. La situation du logement était déjà résolue sans que je participe activement à la décision. Dans le même temps, Lucas a annoncé son intention d'ouvrir un restaurant. L'enthousiasme avec lequel il montrait l'espace loué, les plans architecturaux, le concept soigneusement élaboré, contrastait douloureusement avec sa froideur domestique croissante. « Ce sera une réinterprétation moderne de la cuisine traditionnelle », explique-t-il avec animation, en étalant des papiers sur la table. Quelque chose qui honore les racines, mais avec sa propre personnalité. « C'est merveilleux », ai-je répondu avec sincérité. « Je peux vous aider à élaborer le premier menu, j'ai quelques idées qui... » « En fait, interrompt Patricia, nous avons déjà engagé un consultant en menu, quelqu'un avec une vision plus contemporaine, vous savez. Sans vouloir vous offenser, Madame Dulce, le marché a beaucoup changé depuis votre époque, mon époque. Comme si J était une relique, un fossile culinaire sans actualité. J'ai avalé l'offense en même temps que le café qui me paraissait soudain trop amer. Dans les mois qui ont précédé l'ouverture du restaurant, j'ai remarqué que Lucas consultait fréquemment mes livres de recettes. Parfois, il me demandait mon avis sur un élément précis. La sauce est-elle meilleure avec du vin blanc ou du vin rouge? Sans jamais révéler le contexte complet du plat. L'ouverture de Raïs, nom donné par Lucas à son restaurant, a été un événement prestigieux auquel j'ai reçu une invitation formelle, comme n'importe quel autre invité. Assis seul à une table périphérique, j'ai regardé mon fils présenter fièrement son équipe,
remercier les investisseurs et dédier quelques mots émouvants à sa femme qui a toujours cru en son potentiel. Aucune mention de la mère qui avait vendu sa carrière, sa sécurité financière et presque sa dignité pour le voir monter sur cette scène. Lorsque les plats ont commencé à être servis, je les ai immédiatement reconnus. Les raviolis de potiron à la sauge que j'avais créés en 2e année à Essentia. Le poisson en croûte d'herbe dont l'association spécifique m'a demandé des mois de travail. Le dessert au chocolat et aux épices qui était devenu ma signature personnelle. Chaque élément légèrement modifié dans sa présentation, mais essentiellement mes créations, mes recettes, mon âme culinaire servie sans reconnaissance. Qu'en pensez-vous ? Me demande Lucas lorsqu'il s'approche brièvement de ma table. J'ai avalé la boule dans ma gorge ainsi que le dernier morceau de mes raviolis. Familier, ai-je répondu. Il a souri, ne comprenant pas, ou choisissant d'ignorer, le message entre les lignes, et est allé saluer d'autres clients. 2 semaines après l'ouverture, j'ai trouvé mes bagages emballés dans le couloir lorsque je suis revenu de la kinésithérapie à laquelle je devais encore assister en raison de problèmes de dos développés pendant les années où j'ai porté Lucas au cours de sa rééducation. Nous avons trouvé l'appartement idéal pour toi, m'a annoncé Patricia en me tendant une brochure d'un complexe résidentiel pour personnes âgées. C'est petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des activités sociales, un club de tricot, ce genre de choses. Je ne sais pas tricoter, répondis-je machinalement, essayant encore d'assimiler l'image de mes biens emportés sans mon consentement. Vous pouvez apprendre, a-t-elle répondu avec un léger rire. C'est bien d'avoir des hobbies à ton âge. Ce soir-là, après avoir insisté pour rester jusqu'à ce que je puisse organiser mon propre déménagement, avec ce qu'il me restait de dignité, j'ai entendu Lucas et Patricia se disputer dans la chambre. « Ta mère est impossible », se plaint Patricia. « Nous avions tout prévu. L'appartement sera loué à quelqu'un d'autre si elle ne se décide pas rapidement. Elle a juste besoin de temps », se défend Lucas, mais sans conviction dans la voix. « Elle a passé sa vie à s'occuper de moi. C'est une transition difficile. » Transition ? Lucas, elle tient bon. C'est 40 mètres carrés dans une cité décente. On ne va pas la jeter à la rue. La maison est à son nom, bien sûr. Mais c'est nous qui payons l'hypothèque maintenant. Nous avons aussi des droits. La mention de l'hypothèque, qu'il ne payait certainement pas en totalité avec un restaurant nouvellement ouvert, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis retiré discrètement dans ma chambre, où Caramel, pas encore exilé, ronronnait sur mon lit. J'ai caressé sa fourrure, tandis que des larmes silencieuses mouillaient mon visage. « Ils ont en partie raison, mon vieux », ai-je murmuré au chat. « Nous avons vraiment besoin d'un nouveau départ. » Le lendemain matin, autour d'un café, j'ai annoncé ma décision. « Vous avez raison, il est temps de passer à autre chose, mais je n'irai pas dans ce centre d'hébergement. J'ai trouvé un endroit pour moi. » J'ai vu le soulagement immédiat sur leur visage, sans aucune question sur ma supposée « place ». Patricia a immédiatement commencé à parler de décoration, de la façon dont ils allaient rénover mon ancienne chambre, des plans pour un futur bureau. Aucune question sur l'endroit où j'irais, comment je vivrais, ce dont j'aurais besoin. 3 jours plus tard, j'ai franchi la porte de la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front à Essentia, avec seulement 2 valises, mes ustensiles de cuisine les plus précieux et Caramello dans sa valise. Il n'y a pas eu de longues embrassades, juste un superficiel. « Appelle-moi quand tu seras installé », de la part de Lucas, tandis que Patricia dissimulait à peine sa hâte de commencer la rénovation. Debout sur le trottoir, en regardant la façade de la maison qui avait été le témoin d'années de lutte, de sacrifice et, je le croyais, d'amour, j'ai réalisé que J était seule à 58 ans, financièrement compromise, professionnellement dépassée et émotionnellement dévastée. La douleur du rejet était intense, mais quelque chose de plus profond et de plus inattendu a commencé à monter dans ma poitrine. Une colère primitive et viscérale que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir. Une colère qui, comme je l'ai appris dans la cuisine, peut être transformée en une puissante énergie créatrice lorsqu'elle est correctement canalisée. La première nuit dans ma nouvelle maison a été un exercice d'humilité. L'espace commercial que je louais ne faisait que 35 mètres carrés, avec une petite mezzanine qui me servirait d'espace de vie. Le loyer était abordable, car l'endroit était abandonné depuis des années, situé dans une rue secondaire d'un quartier en transition, ni tout à fait décadent, ni vraiment revitalisé. Caramel explore prudemment l'espace pendant que je déballe l'essentiel. Un matelas gonflable, des draps,
mes carnets de recettes et quelques ustensiles de cuisine qui représentent l'essentiel de mon métier. C'est temporaire, dis-je au chat qui me regarde avec un scepticisme félin. C'est un nouveau départ. Assise sur le matelas, à la faible lumière d'une lampe bon marché, j'ai ouvert mon plus vieux cahier. Il y avait là mes premières créations, encore hésitantes, du temps où je travaillais comme sous-chef dans des restaurants tenus par des hommes qui s'attribuaient souvent mes idées. En feuilletant les pages jaunies, je me suis sentie proche de la jeune Dulce, ambitieuse, résistante, prête à faire ses preuves. Il est peut-être temps de la présenter à nouveau au monde, me suis-je dit. Le lendemain matin, j'ai commencé à nettoyer l'espace en profondeur. Avec des moyens limités, j'ai fait le gros du travail moi-même. J'ai frotté les sols, poncé les murs, poli le comptoir usé pour révéler la finesse du bois sous les couches de négligence. Chaque mouvement douloureux de mon corps, prématurément vieilli, me rappelait les années consacrées à Lucas. Mes essais étaient aussi une affirmation. Je suis encore capable, je suis encore forte, j'ai encore de la valeur. Avec l'argent que j'avais réussi à économiser secrètement au cours des derniers mois, des miettes par rapport à ce que j'avais déjà, j'ai acheté un équipement de base d'occasion. Une cuisinière industrielle usagée, un réfrigérateur petit mais efficace, des casseroles et des ustensiles bon marché mais fonctionnels. Ce N n'était pas l'arsenal sophistiqué d'Essentia, mais C était suffisant pour ce que j'avais prévu. 1 mois après mon départ forcé, j'ai ouvert Memorias, un minuscule café qui ne servait que des déjeuners exécutifs avec des options limitées. Une entrée, 2 plats principaux et un dessert, différents chaque jour. Le menu était écrit à la main sur un simple tableau noir. Il n'y avait pas de marketing, hormis une petite annonce dans le journal du quartier et quelques prospectus distribués dans les environs. Les premiers jours ont été décourageants. Seuls 3 ou 4 clients sont venus, généralement des travailleurs locaux attirés par les prix abordables. Je m'asseyais à des tables vides parmi les rares clients, alternant entre sourires professionnels et moments de pur désespoir. À quoi ai-je pensé? Qui s'intéresserait à un chef oublié qui tente de se relancer à l'âge de 58 ans? La 2e semaine, une femme âgée est entrée avec une canne. Elle a commandé le plat du jour, un ragoût d'agneau aux herbes fraîches, accompagné d'une purée de patates douces, et à la première bouchée, elle a fermé les yeux. « Ma chère », dit-elle les yeux humides. Cela me rappelle le ragoût que ma grand-mère avait l'habitude de faire dans les montagnes du Minas Gerais. J'ai cru que je n'y goûterais plus jamais. Cette réaction a déclenché quelque chose en moi. Je me suis assis à sa table et je l'ai interrogée sur sa grand-mère, sur les souvenirs associés à cette saveur. Pendant 1 heure, nous avons parlé de nourriture, de famille et de tradition. D'autres clients sont arrivés. Et, naturellement, j'ai commencé à faire la même chose avec eux, en leur posant des questions sur leurs souvenirs gustatifs, en partageant les histoires qui se cachaient derrière les plats que je servais. « Il faut 4 heures pour préparer cette sauce », ai-je expliqué à un jeune cadre qui me vantait les mérites du poulet à la sauce brune. Ma grand-mère m'a appris qu'il ne faut pas précipiter certaines choses dans la vie, que ce soit dans la cuisine ou dans les relations. À ma grande surprise, il est revenu le lendemain avec un collègue. J'ai amené Ricardo parce que j'avais besoin de goûter à ce que vous faites, et je veux entendre d'autres histoires. Sans l'avoir consciemment planifié, Memorias a évolué au-delà d'un simple café. C'est devenu un espace où la nourriture n'est que le point de départ de relations plus profondes. Tout en servant, j'ai partagé des fragments de ma carrière culinaire. L'histoire du risotto aux champignons que j'ai créé alors que je pleurais la fin d'une relation. La sauce secrète que j'ai mise au point pendant les nuits d'insomnie passées à veiller sur le petit Lucas qui avait de la fièvre. Le dessert qui m'a permis de remporter mon premier concours gastronomique. Je n'ai jamais parlé directement de Lucas ni de mon récent abandon. Ces blessures étaient trop récentes, trop profondes pour être transformées en récits digestes. Mais j'ai partagé des fragments de mon histoire qui racontaient indirectement la saga d'une femme qui avait beaucoup sacrifié par amour. Le 2e mois, le petit café ne pouvait plus accueillir sa clientèle grandissante. J'ai installé des tables sur le trottoir. J'ai obtenu une licence pour servir du vin et j'ai élargi le menu pour inclure un dîner les vendredis et samedis. J'ai engagé 2 jeunes aides, des étudiants en gastronomie qui m'ont offert du travail en échange d'un mentorat. « Comment se fait-il que vous n'ayez jamais ouvert de restaurant auparavant ?» me demande Gabriella, l'une des étudiantes, alors qu'elle me regarde mettre au point une sauce. « J'en ai eu un », ai-je répondu vaguement. « Essentia. Mais il y a eu d'autres priorités. »« L'essence »
s'exclame-t-elle les yeux écarquillés. Le professeur Claudia a cité cet endroit comme un exemple d'innovation gastronomique dans les années 90. C était le vôtre? J'ai souri, touché par cette reconnaissance inattendue. Oui, dans une autre vie. Gabriella a fait passer le mot à ses camarades étudiants en gastronomie. Bientôt, de jeunes chefs en formation venaient à Memorias, non seulement pour goûter les plats, mais aussi pour observer ma technique, poser des questions, absorber des connaissances qui n'étaient pas incluses dans les programmes des études officielles. Un mardi pluvieux qui rappelait étrangement le jour de l'accident de Lucas, un homme des âges moyens est entré seul, demandant à s'abriter de la tempête. Je lui ai offert une serviette pour sécher son visage et une tasse de consommé pour réchauffer son corps. Lorsqu'il a terminé sa soupe, il a commandé le plat principal et, tout en mangeant, il a pris des notes dans un petit carnet. « Cela vous dérange si je vous pose quelques questions à propos de ce plat ?» demande-t-elle poliment. « Pas du tout », répondis-je, habitué à l'intérêt des jeunes étudiants. Il s'agit d'un coq au vin traditionnel, mais avec une variation personnelle sur le bouquet garni et le temps de réduction de la sauce. Notre conversation technique a duré près de 2 heures, alors que le restaurant se vidait en raison de la pluie persistante. Il s'est interrogé sur mes choix d'ingrédients, de techniques et d'inspiration. Je lui ai répondu avec l'honnêteté de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ou à cacher. « Avant que vous ne partiez, dit-il en réglant l'addition, j'aimerais me présenter comme il se doit. Je suis Renato Mendes, critique gastronomique pour le magazine Sabor en Arte. » Mon cœur s'est emballé. Je connaissais bien cette publication, la plus influente de la scène gastronomique nationale. Je prépare une série sur les chefs oubliés ou sous-estimés. Votre cuisine est extraordinaire, Madame Dulce. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est votre histoire, que j'ai pu entrevoir au cours de nos conversations. J'aimerais vous interviewer officiellement pour ce reportage. J'ai hésité. Jusqu'alors, j'avais gardé mon passé relativement privé, ne partageant que des fragments sûrs avec mes clients. Je ne suis pas sûre que mon histoire mérite une telle importance, ai-je répondu avec prudence. Je ne suis pas d'accord, a-t-il souri. Une chef primée qui abandonne sa carrière à son apogée pour s'occuper de son fils blessé, qui sacrifie tout, qui est abandonné par lui des années plus tard, et qui trouve encore la force de recommencer et de créer quelque chose d'aussi authentique que cet espace. Ce n'est pas seulement une histoire gastronomique, Madame Dulce. C'est une histoire humaine qui doit être racontée. 3 semaines plus tard, la couverture de Sabor en Arte présentait ma photo actuelle à côté d'une ancienne photo datant de l'époque d'Essencia. Le titre, Renaissance à 58 ans, le chef qui a transformé la perte en poésie culinaire. L'article de Renato était respectueux, émouvant et méticuleusement documenté. Il avait interviewé d'anciens employés d'Essencia, des critiques qui avaient suivi le début de ma carrière, des médecins qui avaient été témoins de mon dévouement pendant la rééducation de Lucas. Le récit construit était celui de la résilience et non de la victimisation, de renaissance et non de rancœur. Un paragraphe en particulier a fait sensation dans les cercles gastronomiques, alors que le restaurant branché Raíz, dirigé par Lucas Mendonça, sert des relectures de classiques qu'il évite soigneusement de créditer à leur créateur original. Le restaurant sans prétention Memorias propose des versions authentiques de ces mêmes recettes servies par les mains qui les ont conçues. La différence transcende la technique. Elle réside dans l'âme que seul le véritable auteur peut imprimer à ses créations. Le matin suivant la publication, j'ai trouvé une file d'attente qui étendait sur 2 pâtés de maison à l'extérieur de Memorias. Des personnes de tous âges, de toutes classes sociales et de tous horizons culinaires, désireuses de goûter la cuisine du chef oublié qui avait captivé l'imagination du public. Journalistes munis de caméras, blogueurs culinaires, curieux attirés par la controverse voilée de l'article. Submergé par la demande soudaine, j'ai dû improviser. J'ai limité encore plus les plats, créé un système de réservation improvisé, appelé Gabriella et d'autres étudiants pour nous aider à plein temps. Nous avons travaillé sans relâche pendant des jours, servant des centaines de repas dans un espace conçu pour quelques dizaines de personnes. Nous devons nous agrandir, a déclaré Gabriella, épuisée, après la fermeture pour la nuit. On ne peut pas continuer à cuisiner dans cet espace minuscule. L'expansion nécessite un capital que je n'ai pas, ai-je répondu avec pragmatisme. Et je ne veux pas d'investisseurs, j'ai déjà perdu le contrôle de ma vie une fois. 1 semaine après la publication de l'article, alors que je gérais la file d'attente et les réservations qui duraient déjà depuis des mois,
j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque substantiel et une note pour l'expansion de mémoire, sans condition, juste de la gratitude pour l'inspiration. Renato Mendes et les amis de la gastronomie authentique. J'ai appris plus tard que Renato avait organisé une collecte de fonds discrète auprès de chefs et de critiques établis qui admiraient dans mon travail précédent et étaient émus par mon histoire. L'argent récolté m'a permis de louer l'espace attenant, de rénover la cuisine, d'embaucher une équipe petite mais efficace et de garder une réserve pour les cas d'urgence. L'agrandissement de Memorias a conservé l'essence de l'original. Un menu limité et tournant, avec des plats qui racontent des histoires. Mais maintenant, je peux accueillir plus de clients, offrir une expérience plus confortable et, surtout, me permettre de respirer et de créer sans la pression constante de la survie immédiate. 6 mois après le premier article, Memorias était devenu un phénomène national. J'ai été invité à des émissions de télévision, à des podcasts culinaires, à des conférences dans des écoles de gastronomie. J'ai toujours poliment refusé les offres de franchise ou d'expansion d'entreprise. Memorias devait rester intime, authentique, vraiment à moi. Au milieu de ce tourbillon de changements positifs, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a glacé le sang. « Maman, c'est moi, Lucas. » Sa voix au téléphone semblait étrangement distante, comme si les mois de séparation avaient créé un gouffre plus profond que la distance physique. « Lucas ?» répondis-je en gardant délibérément une voix neutre et en faisant signe à Gabriella de prendre en charge la surveillance de la cuisine. Je me suis retiré dans le petit bureau improvisé au fond du restaurant. J'ai vu l'article, poursuit-il après un silence gênant. Vous faites un travail incroyable. Merci, ai-je répondu sèchement. Comment va Raïs? Bien, je veux dire, en fait, nous sommes confrontés à quelques défis. Bien sûr que oui. Je n'avais pas besoin d'être médium pour comprendre la situation. Après la publication de l'article me concernant, toute personne un tant soit peu informée pouvait identifier les relectures de Raïs comme des appropriations de mes recettes originales. La comparaison inévitable ne favorisait pas Lucas, surtout si l'on considère le sous-texte éthique de la situation. « Je suis désolé », répondis-je automatiquement, sans vraiment le ressentir. « Maman ?» Sa voix a pris ce ton persuasif que j'ai immédiatement reconnu, le même qu'il utilisait enfant pour me convaincre de préparer son plat préféré après une journée de travail épuisante. J'ai beaucoup pensé à nous, à tout ce que tu as fait pour moi, à la façon dont les choses se sont terminées. Je suis restée silencieuse, le laissant remplir le vide avec ses propres mots. J'ai fait des erreurs, a-t-il poursuivi, sa voix transportant une émotion qui semblait presque authentique. J'ai laissé Patricia influencer trop de décisions. Je n'ai pas apprécié à sa juste valeur tout ce qu'elle a sacrifié pour moi. Je suis restée silencieuse. Il y a quelques années, ces mots auraient instantanément fait fondre mes défenses. Aujourd'hui, chaque syllabe est analysée par un cœur beaucoup plus prudent. Je veux me réconcilier, maman. Je veux réconcilier notre famille. En fait, une pause calculée. J'ai une idée qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. Ah, on en arrive enfin à la vraie raison de l'appel. De quelle idée s'agit-il, Lucas? Une collaboration, imaginez, la mère et le fils, à nouveau unis, combinant tradition et innovation. Nous pourrions organiser un événement spécial à Raïs, une soirée avec Dulce Mendonça, ou mieux encore, une série de dîners spéciaux au cours desquels nous présenterions ces recettes classiques avec mes touches contemporaines. Et pourquoi ferais-je cela, Lucas? La question directe semble le surprendre. Eh bien, pour la réconciliation, pour la famille et, bien sûr, pour la visibilité. Raïs a une clientèle établie et influente. Ce serait bon pour Memorias aussi. L'ironie du sort m'a presque fait rire. Mon petit café avait maintenant une liste d'attente de 3 mois, alors qu'il luttait manifestement pour que son restaurant reste d'actualité après la controverse. Je dois y réfléchir, ai-je finalement répondu. J'ai un restaurant à gérer maintenant. Les jours suivants, Lucas a redoublé d'efforts. Les fleurs sont arrivées à Memorias, des arrangements extravagants qui prenaient trop de place dans notre cadre intime. Puis sont arrivées de coûteuses bouteilles de vin, des livres de gastronomie et même un portrait encadré de nous deux datant d'il y a plusieurs années, lorsqu'il était encore en convalescence. 1 semaine après le premier appel téléphonique, il s'est présenté en personne chez Memories à l'heure du déjeuner, élégamment vêtu et portant une petite boîte de pâtisserie. « J'ai apporté vos éclairs préférés », annonce-t-il avec un sourire répété,
tandis que les clients observent l'interaction avec curiosité. De la confiserie française, comme au bon vieux temps. J'ai accepté la boîte avec un sourire poli, conscient des apparences. J'ai accepté la boîte avec un sourire poli, conscient des apparences, et j'ai dit « Merci. Voulez-vous déjeuner ?» Il a accepté sans hésiter et a pris une table que nous avions réservée pour un couple de personnes âgées. Pendant le repas, il a observé attentivement chaque détail de Memorias, le décor simple mais chaleureux, le flux efficace du petit personnel, la dévotion évidente des clients. « Ah, vous avez créé quelque chose de spécial ici, maman », a-t-elle commenté entre deux fourchettes de l'agneau que j'ai servi. Intime, authentique, mais imagine ce que nous pourrions faire avec plus de ressources, un espace plus grand, un marketing adéquat. Je suis tout à fait satisfaite de la taille actuelle, ai-je répondu calmement. Cela me permet de connaître chaque client, de superviser chaque plat. Bien sûr, mais ne serait-ce pas merveilleux de toucher plus de monde, de partager votre talent avec un public plus large? La conversation s'est poursuivie sur ce mode. Il a suggéré des expansions, des collaborations, des opportunités, tandis que je me défilais poliment, gardant un sourire fixe pour les clients qui observaient notre interaction avec intérêt. Avant de partir, il a fait son dernier geste. J'organise un dîner spécial à Raïs le mois prochain. Un événement de réconciliation familiale, en quelque sorte. J'aimerais que tu prépares le menu principal, maman. Ce sera une surprise pour les invités. Les critiques croiront goûter mes créations, puis nous dévoilerons le véritable chef qui se cache derrière les plats. La proposition était si transparente que j'admirais presque son audace. Utiliser mon nom, mon talent et mes recettes pour restaurer la crédibilité de son restaurant, le tout sous couvert de réconciliation familiale. J'aurais dû refuser immédiatement. Toute personne sensée l'aurait fait. Mais quelque chose en moi, cet instinct maternel qui ne disparaît jamais complètement, même après la trahison la plus profonde, m'a empêché de fermer complètement la porte. J'ai demandé quand avait lieu ce dîner, pour gagner du temps. Son visage s'est illuminé d'espoir. Dans 3 semaines, un samedi soir, je n'inviterai que des personnes spéciales, la famille, les amis proches, quelques critiques choisis. Laissez-moi y réfléchir, ai-je répondu, évitant ainsi de m'engager immédiatement. Après mon départ, Gabriella s'est approchée prudemment. C'était lui, n'est-ce pas? Le fils qui, elle, a laissé la phrase incomplète, respectant les limites que j'ai toujours gardées concernant mon histoire personnelle. Oui, ai-je simplement confirmé. Vous n'envisagez pas vraiment de travailler avec lui, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, l'inquiétude transparaissant dans sa jeune voix. J'ai souri de manière énigmatique, formulant déjà un plan dans mon esprit. Il est peut-être temps de fermer certaines boucles, Gabriella. Les jours suivants, Lucas a intensifié le siège. Appels quotidiens, messages et même une interview décontractée avec un magazine local où il mentionnait sa profonde admiration pour la cuisine de sa mère et faisait allusion à une collaboration imminente. Patricia n'est pas en reste, puisqu'elle débarque à l'improviste à Memorias avec une corbeille de fruits bio et des sourires sucrés qui n'atteignent pas ses yeux calculateurs. « Ah, Dulce, ma chérie, nous sommes très heureux de cette réconciliation, » dit-elle avec effusion, comme si nous étions de vieux amis. Lucas est ravi. Tu sais qu'il a toujours apprécié ton influence culinaire. C'est intéressant, ai-je répondu, me souvenant qu'elle avait qualifié mes techniques de dépassées quelques mois plus tôt. Je ne me souviens pas qu'il en ait parlé lorsqu'il a lancé le menu Raïs. Son sourire a faibli un instant avant qu'elle ne se ressaisisse. Les malentendus du passé. L'important, c'est que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Ce dîner sera historique. Après une semaine d'indécision délibérée de ma part, pendant laquelle Lucas et Patricia ont pratiquement campé à Memorias, me courtisant avec des cadeaux, des souvenirs sélectifs et des promesses grandioses, j'ai finalement cédé à la demande. Je vais préparer le dîner, Ning, leur ai-je annoncé lors d'un déjeuner, mais à quelques conditions. Le soulagement sur le visage de Lucas était presque comique. Bien sûr, maman, tout ce que tu veux. Premièrement, je préparerai le menu complet, entrée, plat principal et dessert. Deuxièmement, j'aurai besoin d'un accès complet à la cuisine des Raïs 2 jours avant l'événement pour les préparatifs préliminaires. Troisièmement, je veux une liberté de création totale, pas d'interférence ou de touche contemporaine. Absolument, s'empresse-t-il d'acquiescer. Ce sera votre façon de faire,
Une présentation authentique de la cuisine de Dulce Mendonça. Et enfin, poursuivis-je en observant attentivement leurs expressions, je veux inviter quelques personnes spéciales, mon équipe Memorias, quelques amis qui m'ont soutenu au cours des derniers mois. Bien sûr, a répondu Lucas, même si j'ai remarqué un rapide échange de regards entre lui et Patricia. Envoyez-moi la liste pour que nous puissions organiser les lieux. Nous nous sommes serrés la main formellement, scellant un accord que chacun d'entre nous a interprété de manière totalement différente. Dans les semaines qui ont précédé le dîner, je me suis consacré méticuleusement à l'organisation. Non seulement le menu, qui serait un voyage culinaire à travers les moments importants de ma vie, mais aussi tous les détails de la soirée. « Vous êtes sûre de vous, Madame Dulce ?» m'a demandé Renato lors de l'un de nos rendez-vous réguliers autour d'un café. Ces derniers mois, le critique était devenu un ami et un conseiller précieux. « Tout à fait », ai-je répondu avec une sérénité qui m'a surprise. « Il ne s'agit pas de vengeance, Renato. Il s'agit de vérité, de justice. Il s'agit de clore un cycle pour qu'un autre puisse commencer. » Il a hoché lentement la tête, comprenant la profondeur de mes paroles. « Je serai là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » 2 jours avant le dîner, je suis arrivé à Raíz avec mes couteaux personnels et une petite équipe de Memorias de confiance. L'accueil a été cordial, mais j'ai tout de suite remarqué la tension qui régnait au sein du personnel habituel du restaurant. Lucas avait clairement présenté ma présence comme une collaboration spéciale, et non comme le chef cuisinier qui prenait temporairement le relais. « J'ai besoin d'espace », ai-je déclaré après une rapide inspection de la cuisine luxueuse mais étrangement impersonnelle. Mon équipe et moi-même travaillerons aux préparatifs préliminaires aujourd'hui et demain. Elle, équipe habituelle, peut prendre congé jusqu'au jour de l'événement. Lucas hésite visiblement. « Maman, il serait peut-être préférable d'intégrer les équipes. Mon sous-chef connaît les flux de la cuisine, les fournisseurs. C'était l'une de mes conditions, Lucas. » ai-je interrompu calmement. Un contrôle créatif total. Mes méthodes, mon équipe. Après son départ à contre-cœur, nous avons transformé la cuisine de Raíz. Nous avons réorganisé les postes de travail, ajusté les températures des fours, apporté des ingrédients spéciaux qui ne faisaient pas partie de l'inventaire habituel. Plus important encore, nous avons discrètement installé des équipements électroniques spéciaux à des endroits stratégiques du restaurant avec l'aide professionnelle d'un réalisateur de films documentaires ami de Renato. Le matin du grand jour, j'ai rendu une visite inattendue à mon ancienne maison, désormais complètement transformée par les goûts combinés de Lucas et Patricia. J'avais besoin de prendre quelque chose d'essentiel pour l'événement du soir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me demande Patricia avec surprise, visiblement mal à l'aise avec ma présence inopinée. « Je suis venue chercher mes carnets de recettes originaux, » répondis-je calmement. « Ceux que j'ai laissés dans la cave quand j'ai déménagé. »« Oh » hésita-t-elle, visiblement incertaine de me laisser entrer. « Lucas n'est pas là. Je n'ai pas besoin de Lucas pour accéder à mes propres affaires, n'est-ce pas ? Je promets d'être rapide. » À contre-cœur, elle me conduisit au sous-sol, me regardant nerveusement fouiller dans des cartons poussiéreux jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, 5 cahiers manuscrits, reliés en cuir usé, contenant des décennies de créations culinaires, d'expériences, de réussites et d'échecs. Ces carnets ont plus de valeur pour moi que toute cette maison, ai-je commenté alors que nous montions les escaliers. Ils sont mon véritable héritage. Le dîner était prévu pour 19h, mais je suis arrivée à Raíz à 14h pour superviser les derniers préparatifs. Chaque plat a été méticuleusement préparé, non seulement en termes de goût, mais aussi de narration. Chaque saveur, texture et présentation racontait un fragment de mon histoire, une histoire qui serait finalement révélée dans son intégralité ce soir-là. À 18h, mon équipe était prête, la cuisine parfaitement organisée, chaque élément à sa place. J'ai pris un moment pour moi, assis seul dans la salle à manger encore vide, en visualisant le déroulement de la soirée. « Tout va bien, patron ?» demande Gabriela, interrompant doucement ma méditation. Je lui ai souri, me sentant étonnamment calme. « Parfaitement bien. C'est l'heure du dernier cours de cuisine que je vais donner à mon fils. » Les invités ont commencé à arriver ponctuellement. Lucas et Patricia nous ont accueillis avec effusion à l'entrée, tandis que je restais stratégiquement dans les coulisses. J'ai reconnu plusieurs critiques gastronomiques influents, des blogueurs culinaires, quelques investisseurs de Raíz et, bien sûr, les gamillas du couple, que je n'avais pour la plupart jamais rencontrés en personne. Mes propres invités sont arrivés discrètement. Renato,
quelques clients fidèles de Memorias, ma sœur qui avait finalement réalisé la profondeur de la situation, et quelques anciens collègues d'Essentia qui m'avaient retrouvé après la publication de l'article. Une fois tout le monde installé, Lucas est monté sur la petite scène installée à l'une des extrémités de la salle. Vêtu de façon impeccable, arborant son sourire le plus charismatique, il s'adresse aux invités avec l'assurance d'un showman expérimenté. Chers amis, chers critiques, chères familles, bienvenue à cette soirée spéciale à Raíces. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement la bonne cuisine, mais aussi les réunions de famille, le pouvoir curatif de la gastronomie et les traditions qui façonnent nos palais et nos vies. Je l'ai observé depuis la porte de la cuisine, remarquant la façon dont il a soigneusement construit le récit. Le fils dévoué qui honore l'héritage de sa mère, le chef talentueux qui reconnaît ses influences. Tout cela était parfaitement calculé pour réparer les dégâts causés par la récente controverse. Ce soir, poursuit-il, la voix chargée d'une émotion étudiée, j'ai le plaisir de vous présenter une collaboration très spéciale. Une rencontre entre tradition et modernité, entre passé et futur. Un menu qui raconte une histoire de famille, de passion et de rédemption. Il marque une pause spectaculaire avant de tendre la main vers moi. Mesdames et messieurs, ma source d'inspiration, mon mentor, ma mère, la chef Dulce Mendonça. Je suis entrée dans la salle sous des applaudissements polis, portant non pas l'uniforme traditionnel du chef, mais une élégante tenue bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Je ne voulais pas avoir l'air d'une employée du restaurant de mon fils, je voulais être reconnue comme la professionnelle indépendante que j'y étais redevenue. Merci à tous d'être venus, dis-je simplement en prenant le micro. Ce soir, en effet, je vais raconter une histoire à travers la nourriture. Chaque plat que vous goûterez représente un chapitre important de mon parcours culinaire et personnel. J'espère que vous apprécierez non seulement les saveurs, mais aussi les vérités qu'elles révèlent. Lucas a semblé momentanément déconcerté par mon choix de mots, mais il a rapidement retrouvé son calme, invitant les invités à déguster le premier plat que mon équipe a commencé à servir. Le premier plat était apparemment simple, une terrine de légumes biologiques aux couches vibrantes, accompagnée d'une petite miche de pain au levain naturel. Alors que les invités la savouraient, j'ai repris le micro. C'est un plat que j'ai créé au début de ma carrière. Lorsque je luttais pour être reconnue dans un environnement dominé par les hommes, ai-je expliqué calmement. Simple en apparence. Il nécessite une technique précise et une patience infinie pour que chaque couche conserve son intégrité tout en se mariant harmonieusement avec les couches adjacentes. Je me suis promenée entre les tables tout en parlant, établissant un contact visuel avec plusieurs invités. À l'époque, de nombreux chefs considéraient les plats végétariens comme moins sérieux. Ce plat a remporté mon premier prix national et a été intégré au menu d'Essentia, mon ancien restaurant. Je vis Lucas s'agiter sur son siège, ne s'attendant manifestement pas à ce que je mentionne si directement mon ancienne carrière. Curieusement, poursuivis-je avec une douce ironie, une version presque identique de ce plat figure actuellement sur la carte de Raíces sous le nom de Terre mosaïque, sans aucune mention de son origine ou de son créateur. Un silence tendu s'installe dans la salle. Patricia écarquille les yeux, tandis que Lucas répète un rire nerveux. Maman a toujours eu un grand sens de l'humour, commente-t-il en essayant d'apaiser la tension. Bien sûr, mes plats s'inspirent de son travail extraordinaire. J'ai souri poliment avant de retourner en cuisine pour superviser le service du plat suivant. Un consommé de champignons sauvages servi dans de petites tasses en porcelaine. Ce bouillon représente une période de pénurie et d'inventivité, ai-je expliqué en retournant au salon. Je l'ai créé lorsque Essentia a connu ses premières difficultés financières. Avec des ressources limitées, j'ai appris que la clarté et la profondeur peuvent émerger de la simplicité. Je me suis arrêté un instant avant de poursuivre. Cette recette a été conservée exclusivement dans mes carnets personnels. Elle n'a jamais été publiée ou partagée professionnellement. Jusqu'à ce que je remarque son apparition mystérieuse sur le menu de Raíces, 3 mois après son ouverture. Les critiques gastronomiques présents ont échangé des regards significatifs. Le récit de L, Inspiration, ne semblait plus tenir la route face à ces révélations précises et spécifiques. Le plat principal était mon chef des œuvres, de l'agneau confit pendant 72 heures dans de l'huile d'olive aromatisée aux herbes de Provence, accompagné d'un millefeuille de pommes de terre au fromage de chèvre et aux copeaux de truffes. C était ma dernière création avant la fermeture d'Essentia.
ai-je expliqué, alors que les convives admiraient la présentation impeccable. J'ai passé des mois à la perfectionner, en testant différents temps de confiture, différentes combinaisons d'herbes et différentes techniques de présentation. Je me suis dirigé vers une petite table d'appoint où j'avais posé mes vieux carnets de recettes. J'ai ouvert une page marquée de notes détaillées, de dates, de calculs précis de température et de temps. Voici la genèse de ce plat, consigné dans mon carnet de 1997. Chaque étape de son évolution, chaque ajustement, chaque découverte. Je me suis tourné vers Lucas, qui avait maintenant l'air franchement alarmé. Lorsque j'ai vendu Essentia, cette recette n'a jamais été servie publiquement. Elle n'existait que dans mes carnets personnels et dans ma mémoire. Alors, imaginez ma surprise de voir ce même plat, avec des instructions identiques jusque dans les moindres détails techniques, comme le fleuron de Raïs depuis son ouverture. La pièce était si silencieuse que l'on entendait le tintement des couverts contre la porcelaine. Lucas se leva brusquement. « Maman, je crois que les invités ont compris à quel point ta cuisine m'a influencé. Peut-être devrions-nous continuer le repas sans ce genre de commentaires. »« Oh, mais nous n'en sommes qu'au début de l'histoire, Lucas, » ai-je répondu sereinement. « Le plat principal mérite d'être mis en contexte. Tu ne crois pas ?» Avant qu'il ne puisse intervenir à nouveau, j'ai fait un signe discret à Gabriella. Les lumières se sont subtilement tamisées et un écran est descendu d'un support préalablement installé au plafond. Un projecteur caché s'alluma, affichant la première image d'un documentaire soigneusement monté. « Mesdames et messieurs, » annonçai-je d'une voix ferme, « pendant que vous dégustez ce plat, j'aimerais partager avec vous le coût réel de sa création. » Le documentaire commençait par des images d'archives d'Essentia à son apogée, des critiques dithyrambiques, des files d'attente à la porte, mon visage plus jeune et confiant qui supervisait la cuisine dynamique, puis, soudain, l'accident de Lucas. Les images de la voiture accidentée, les titres des journaux locaux, l'hôpital. En 2001, j'ai vendu Essentia pour financer la rééducation de mon fils après un grave accident de voiture, racontai-je, alors que les images montraient la transformation de mon salon en chambre d'hôpital improvisée. Le documentaire se poursuit chronologiquement, avec des témoignages émouvants de médecins, de thérapeutes et de voisins qui ont été témoins de mon dévouement absolu à la guérison de Lucas. Il y avait des images de séances de kinésithérapie que je menais moi-même, d'adaptation de la maison, de nuits passées éveillées. Pendant 7 ans, j'ai consacré chaque moment de éveil, chaque centime disponible, chaque once de énergie au rétablissement de mon fils, ai-je poursuivi, la voix posée malgré elle, émotion évidente. J'ai vendu tout ce que je possédais, j'ai hypothéqué la maison, j'ai abandonné mon identité professionnelle. La partie suivante montrait Lucas retrouvant peu à peu sa mobilité, se remettant à cuisiner sous ma direction, obtenant son diplôme à École de cuisine que j'avais financé avec le reste de mes économies. Des images de nous deux dans la cuisine, moi enseignant patiemment des techniques que j'avais développées au cours de décennies de pratique. Lorsque Lucas a exprimé le désir de faire carrière dans la gastronomie, je lui ai apporté non seulement un soutien financier et émotionnel, mais aussi mes connaissances les plus précieuses, des recettes élaborées au cours d'une vie de dévouement culinaire. Le récit visuel s'est ensuite assombri, montrant le mariage extravagant qui m'a laissé financièrement épuisé, suivi de témoignages de voisins qui ont assisté à mon départ forcé de la maison. En échange de ces sacrifices, on m'a retiré de la maison que j'avais financée. On m'a refusé la reconnaissance du travail culinaire que j'avais créé et on s'est débarrassé de moi lorsque mon utilité a expiré. Alors que le documentaire montrait des images contrastées, le luxueux Raïs s'ouvrant sur des recettes d'auteur et mes humbles débuts dans le minuscule Memorias, les invités avaient complètement abandonné l'idée de manger. Tous les yeux étaient fixés sur l'écran. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Lucas tente à nouveau d'intervenir, se dirigeant vers la régie son pour éteindre le système, mais Renato et quelques autres invités lui barrent discrètement la route. Ce dîner a été annoncé comme une célébration de la vérité et de la famille, déclara Renato calmement. Il semble approprié d'entendre toute l'histoire, n'est-ce pas? Le documentaire se termine par des scènes de l'actuel Memories. Le petit restaurant confortable, les clients fidèles, les critiques enthousiastes célébrant l'authenticité et l'âme de ma cuisine. Ma nouvelle équipe, de jeunes apprentis que je guidais avec le même soin que j'avais prodigué à Lucas. Lorsque les lumières se rallument, le silence dans la salle est assourdissant. Patricia avait discrètement disparu. Lucas se tenait debout,
pâle et immobile comme une statue, près du pupitre de la régie du son. « Le dessert va maintenant être servi », annonçai-je avec le même calme professionnel. Une tarte tatin caramélisée avec une pointe de fleur de sel et une vraie crème à la vanille. Cette recette n'a jamais été consignée dans mes carnets, n'a jamais été servie à Essentia et n'a donc jamais été appropriée. C'est une création entièrement nouvelle qui représente ma renaissance en tant que chef et en tant que femme. Pendant que mon équipe servait les desserts impeccables, j'ai repris ma place sur le devant de la scène. « Je ne suis pas ici ce soir pour me venger », ai-je déclaré, la voix plus douce. « Je suis ici pour la vérité, pour la justice, pour récupérer non seulement mon travail, mais aussi mon histoire. » Je regarde directement Lucas, qui trouve enfin le courage de soutenir mon regard. Quand on arrache une plante à ses racines, elle finit par mourir, aussi belle soit-elle au départ. Il en va de même pour les recettes qui sont séparées de leur créateur, de leur histoire, de leur âme. J'ai marqué une pause avant de conclure. Avec ce dîner, je ferme le cycle de notre histoire commune. Lucas, je ne vous souhaite aucun mal, ni à vous, ni à Raïs. Je ne demande que la vérité, que mon travail soit reconnu comme le mien, que mon histoire ne soit pas effacée, que mon sacrifice ne soit pas oublié. J'ai pris mon sac et mes précieux livres de recettes, me préparant à partir. Avant de partir, j'ai fait une dernière annonce. Pour ceux que cela intéresse, j'inaugurerai le mois prochain l'École gastronomique Memories, un espace dédié à l'enseignement non seulement des techniques culinaires, mais aussi des recettes de justice.